Bonjour et bienvenue à tous à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Ce dimanche 19 mai, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. La fête de la Pentecôte commémore la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. Maintenant, direction la primature où le Premier ministre a accordé une audience à Monseigneur Paul Siméon Awana. Au cours de leur entretien, il a été question de la construction de l'hôpital catholique Joseph Moscarty de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cet hôpital sera destiné particulièrement aux personnes démunies. Hugues Hervé Blé. L'État de Côte d'Ivoire respectera l'engagement qui a été pris de soutenir la réalisation de l'hôpital Saint-Joseph Moscarty de Yamoussoukro, arrêter les travaux de construction de l'hôpital international de la basilique Notre-Dame de la Paix reprennent grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a décidé de les relancer. Il en a été question au cours de cette audience accordée par le Premier ministre à Monseigneur Paul Siméon Awana, représentant le conseiller d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. Il y a eu un comité de travail. Ils ont estimé combien il fallait pour terminer l'hôpital. Et puis, ils nous ont proposé un chronogramme de décaissement et de visite de chantier. Ça fait au total 9 milliards. Ils sont déjà partis pour appuyer donc ce dossier. Il y a à peu près autour de 4 milliards qui restent à faire pour terminer donc ce travail. Voilà. Et donc, on a convenu ensemble comment nous devons faire en sorte que la décision donc, du chef de l'État devienne réalité sur le terrain. À cette rencontre était présent le père Roberto Campissi, le chargé d'affaires de l'Annonciature à Abidjan. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscarty de Yamoussoukro, qui devrait ouvrir en fin d'année, est destiné à tous les malades, en particulier les démunis. Faire du port de San Pedro l'un des pôles du développement économique du pays, c'est l'ambition du gouvernement. Le message a été entendu par les opérateurs économiques maliens. Ils ont décidé d'exporter leur coton à partir du port de San Pedro. Alvorassa. Sur 150 camions attendus, ce sont 50 camions de 30 tonnes de coton chacun qui ont effectué ce premier voyage test. Le reste sera pour les jours à venir. Ces camions proviennent de Koutchala et Kignan au Mali. Baba Diarra de la compagnie malienne pour le développement du textile, Gendo Moussa, directeur général des entrepôts maliens de Côte d'Ivoire et d'autres responsables des secteurs du transport et du commerce maliens ont effectué le déplacement. Objectif, dissiper l'inquiétude du gouvernement malien relative à l'insécurité qui régnerait dans la région de San Pedro, parce qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'en est rien. Et cela, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Côté ivoirien, le préfet de région, Koulibaly Ousmane, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a dit que les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage avec le port de San Pedro. Et il est Lamizana, directeur général du port de San Pedro, de rassurer ses hôtes que la structure qu'il dirige servira de canal pour l'exportation du coton malien avec les meilleures prestations. Après leur arrivée au corridor nord de San Pedro, les balles de coton ont été acheminées au magasin et mis en conteneurs destinés à l'export. Les deux parties ont reconnu pour terminer qu'avec l'ouverture du corridor San Pedro au trafic du coton malien, cela va engendrer automatiquement l'installation à San Pedro des plus gros importateurs maliens qui pourront assurer le fret retour. Avec cet autre pari que le port de San Pedro est en train de gagner, c'est la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire de ce port un pôle de développement économique qui se concrétise. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation des populations pour faire connaître le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Cette interdiction est-elle respectée par les acteurs concernés? Et à côté de l'action du gouvernement, l'ONG Aidons-les a décidé de sensibiliser les élèves. L'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers sont entre autres maladies les conséquences souvent mortelles du tabagisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en Côte d'Ivoire, 15 Ivoiriens sur 100 fument selon une enquête réalisée en 2005 par le ministère en charge de la Santé. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'interdire de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Nous continuons toujours de sensibiliser. Nous rencontrons toutes les personnes
qui sont concernés par ce décret. Les propriétaires, les responsables de bars, les transporteurs, les hôteliers. Fumer dans un lieu public ou dans un véhicule de transport en commun met en danger la santé et donc la vie des personnes exposées à la fumée. Dès l'instant que vous avez une personne qui ne fume pas à côté de vous, il ne faut pas fumer. Il faut arrêter de fumer, il faut éteindre votre cigarette. Nul n'est autorisé d'en fumer autrui. Les effets néfastes de la fumée de cigarettes sur la santé étant connus, certains patrons de restaurants ont pris des mesures pour protéger leurs clients. Depuis la sensibilisation, on a arrêté que les fumeurs fument, qu'on a mis une table dehors là-bas pour... Souvent quand les fumeurs arrivent, ils veulent les gêner. Nous on se plaint et puis ils se mettent à l'écart. S'il finit de fumer, il revient. Mais aujourd'hui, l'addiction au tabac se développe de plus en plus chez les jeunes scolarisés. 25 élèves sur 100 fument. L'ONG Aidons-les s'est investie dans la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire pour mieux les aider. Le président de l'ONG leur propose un remède efficace contre la dépendance au tabac. C'est un médicament qui est conçu à la base des plantes naturelles. Et dès qu'on te donne un petit verre de thé, là, quand tu bois net, c'est fini. Tu ne fumes plus jamais dans ta vie. La journée anti-tabac organisée au lycée Saint-Gilbert de Diago sera ponctuée de projections de films sur les méfaits du tabac. Cette initiative vient renforcer ainsi les actions de sensibilisation initiées par le ministère de la Santé depuis le mois d'avril. Les étudiants diplômés du Centre africain d'études supérieures de gestion, CESAG, de Dakar ont animé hier une conférence sur les défis et enjeux du chômage en Côte d'Ivoire. Devant les chefs d'entreprise et leurs parents, ces étudiants ont décidé de fédérer leurs compétences pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils ont créé l'ADC, l'association des diplômés de CESAG. Fédérer l'ensemble des diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, tel est l'objectif de l'association des étudiants ivoiriens de cette grande école panafricaine. Cette union de jeunes diplômés veut également s'associer pour faire face aux réalités de l'emploi. Nous organiser en réseau, parce que de nos jours tout fonctionne en réseau, et vendre nos talents, parce qu'on a des compétences, et surtout se mettre ensemble pour entreprendre. C'est vrai, être diplômé, c'est important, mais il faut se prendre en charge. Ce samedi, réunis à l'hôtel Pullman au Plateau, devant parrains, chefs d'entreprise et parents, le président de l'association des étudiants a fait du lobbying auprès des patrons de sociétés pour d'éventuels emplois. Mais il a aussi invité ses amis à les rejoindre parce que convaincu que c'est ensemble qu'ils peuvent être plus forts sur le marché de l'emploi devenu de plus en plus concurrentiel. Face à ces engagements, les parents ne peuvent qu'être fiers de ces jeunes. C'est une fierté pour nous en tant que parents. Et là, nous les soutenons pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique de notre pays. Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux a été le thème de la conférence tenue ce samedi par des responsables de certaines entreprises. La journée de sensibilisation sur le diabète a été marquée par une cérémonie pour les enfants diabétiques. Les enfants atteints de la maladie sont en nombre croissant en Côte d'Ivoire, selon l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, initiatrice de cette journée de sensibilisation. On en parle avec Serge Gongoma et Hervé Blé. Le diabète, mal contrôlé, il devient dangereux et mortel. Mobilisée depuis de longues années contre cette maladie, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique sonne la mobilisation. La journée de sensibilisation organisée à l'intention des enfants diabétiques ce samedi a réuni parents et enfants. Il leur a été expliqué que le diabète n'est pas une fatalité et qu'il est possible de vivre avec. Le diabète, ce n'est pas une fatalité. Hein. Voilà, ce n'est pas une calamité. Le diabète, voilà, on vit avec. Moi, ça me fait 10 ans que je suis diabétique. Et j'utilise mon insuline comme il se doit. Je suis mon régime. Et je suis là. Je vis ma vie. J'ai 3 enfants qui sont nés. Ils n'ont pas le diabète. Séance de dépistage du taux de glycémie, projection de films de sensibilisation sur le diabète, exhortation, prestations artistiques ont constitué les temps forts de cette journée. En Côte d'Ivoire, les gens ignoraient que cette maladie pouvait toucher les enfants. Ils pensaient que c'était lié aux personnes d'un certain âge ou bien lié forcément à l'obésité.
mais les enfants développent de plus en plus et l'accès à l'insuline est difficile et il coûte très cher. C'est pour cela que nous avons initié cette cérémonie, d'abord pour apporter un soutien psychologique aux parents et également faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas seuls face à la maladie. Le traitement du diabète en Côte d'Ivoire connaît une amélioration notable grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, et au gouvernement qui ont rendu possible l'accès gratuit à l'insuline pour les femmes enceintes. La langue française, identité et différence, c'était le thème de la table ronde organisée par la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à l'occasion du 22e anniversaire de la mort de l'écrivain. Au cours des panels, l'objectif a été de mettre en relief la langue comme identité culturelle. Léon Bro. Écrivain, historien, philosophe, poète, conteur, chantre des civilisations et des cultures africaines, Amadou Hampâté-Bâ, encore dans la mémoire collective, ses nombreux ouvrages aident. Je connais Amadou Hampâté-Bâ à travers ses romans comme Le Petit Baudiel et L'étrange destin de Wanglin. Amadou Hampâté-Bâ, pour moi, c'est toute une mémoire, toute une bibliothèque qu'on a perdue. Parce que c'était quelqu'un, comme on peut le dire, qui avait des connaissances, qui avait des valeurs. Et je me dis aujourd'hui, s'il vivait, c'était quelqu'un qui allait pouvoir diriger la jeunesse. Dommage, eh bien dommage, puisque la bibliothèque Hampâté-Bâ a brûlé en 1991 sans avoir pu mettre à disposition les résultats de ses recherches pour montrer la langue vernaculaire comme utile dans la maîtrise du français. Il estimait que ces langues africaines avaient des idiomes et qu'elles étaient imagées et qu'on pouvait garder cette originalité tout en exprimant dans cette langue française. Et je crois que ces œuvres en sont un témoignage parce qu'elles portent tout le passage de l'oralité à l'écrit en portant le génie de la symbolique peul. 22 ans après la mort de l'écrivain, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ a la tâche pour achever son œuvre. À la clé, des échanges sur la langue française, identité et différence. Les intervenants décortiquent ce thème sous 4 aspects, du jeu du langage à l'apport des langues maternelles dans le parler des autres langues, en passant par la langue comme moyen d'exercice d'un pouvoir. Conclusion, mieux on parle sa langue, apte est-on à maîtriser une langue étrangère. Les panélistes invitent donc à la promotion des langues vernaculaires à la suite de Amadou Hampâté-Bâ, ce maître de la parole qui a eu ce mérite de manipuler le français grâce à sa grande maîtrise de sa propre langue. Dans le reste de l'actualité, je vous conduis au Brésil. Ce pays est devenu la nouvelle terre promise des Haïtiens qui y ont trouvé refuge après les catastrophes qui ont frappé l'Haïti. Regardez. 3 ans après le séisme, Haïti peine à se reconstruire. Même pour ceux qui ont quitté les camps de déplacés, la vie est dure. Marie vit seule à Port-au-Prince depuis que son mari est parti au Brésil. La vie n'était pas facile pour mon mari. Nous sommes mariés, nous avons un enfant. Donc il est parti trouver une vie meilleure. L'époux de Marie a réussi à obtenir un visa. Devant le consulat du Brésil en Haïti, des dizaines de personnes patientent dans l'espoir de décrocher le précieux sésame. Chaque année, le Brésil délivre seulement 1200 permis de travail aux familles haïtiennes, alors que la demande est bien supérieure. Je crois qu'ils cherchent des opportunités de travail. Au Brésil, nous aurons maintenant la Coupe du Monde. Après, nous aurons des Olympiades. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. Je crois que ça c'est ce qu'ils cherchent au Brésil. Selon l'ambassadeur, le Brésil a accueilli 10 000 réfugiés haïtiens depuis 2010. Les plus chanceux trouvent du travail sur les chantiers, comme ici au stade de Brasilia. Faute de visa, beaucoup entrent clandestinement via le Pérou ou la Bolivie. Pour contrer l'afflux de sans-papiers, le Brésil s'est réuni cette semaine avec 5 pays voisins. Il prépare un plan d'action régional avec l'ambition de démanteler les réseaux de passeurs. Nous terminons ce journal par cette information. Vanli Meïté sera l'invité de Dimanche Magazine de l'édition de 13h sur RTI 1. Il va s'exprimer sur le sujet « Les accidents de la circulation, quelle éducation pour les conducteurs ». Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Et bonne fête de Pâques. Non, de Pentecôte.